Salut Eric, Salut Dylan. comment vas-tu? Écoute, ma foi, très très bien, aussi bien que possible, ma foi. Bon, merci d'avoir répondu à cette invitation. Tu es le premier à inaugurer ces apéros visio. Pardon, il faut Chouette. pas dire apéro visio, il faut dire café visio parce que nous, on n'est pas sur de l'apéro, on est sur du café. C'est ça. On a un petit Exactement. peu revu notre modèle d'animation puisque confinement oblige, on peut plus se retrouver autour de divers événements et de divers rendez-vous qu'on pouvait organiser. Fini pour le moment les cafés éco et on se retrouve avec des cafés visio. Et tu es le premier à inaugurer ce format. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation puisque c'était important pour nous de prendre des nouvelles. Alors d'un point de vue perso, vu ton enthousiasme, j'ai l'impression que tout va que tout va bien pour le mieux, mais on va voir. Alors avant peut-être de rentrer dans le détail sur la situation, Eric, donc Eric, le fondateur de Nour, peut-être nous rappeler Exactement. qu'est-ce que c'est Nour? Alors, oui, effectivement, Nour est un vaste projet. C'est quelque chose qui me tient à cœur et sur lequel je réfléchis depuis maintenant à peu près 6 ans. Ça fait historiquement un an que j'ai réellement démarré ce projet-là par une incubation au sein de Hadoc Sport. Et évidemment, et ça fait maintenant un an qu'on travaille sur de la recherche et du développement. L'idée de Nour, elle est toute simple en fait. C'est de s'apercevoir que, on ne consomme plus les événements sportifs aujourd'hui comme hier, on parle de sportainment, d'entertainment, etc. Deux, que certains clubs, comme les clubs professionnels type Ligue 1, l'Olympique Lyonnais, ou même plus proche de nous, le Montpellier Handball, qui est plutôt structuré, s'en sortent plutôt bien, sont capables de créer certaines choses, mais que c'est plus compliqué pour des clubs moins médiatisés, water polo, hockey sur glace, etc., etc. Et le troisième constat qui est facile de faire, c'est que précisément ces clubs-là voient leur financement globalement de 70% des collectivités publiques. Et on sait que ce financement-là perd à peu près 5%, grosso modo, selon les chiffres, c'est 5% à peu près tous les ans. Donc, dans une dizaine d'années, il y aura plus d'argent. Donc, la réflexion est de dire, plutôt que d'avoir une réflexion verticale, je suis un club de hockey sur glace, je réfléchis pour mon club de hockey sur glace, essayons d'avoir une réflexion qui soit horizontale, c'est-à-dire non plus pour un club, mais pour deux, peut-être 20, 30, 40, 50 clubs. Et le projet de Nour, en gros, eh bien, c'est d'accompagner, de mutualiser ces clubs-là vers le divertissement sportif. Donc, les sujets sont extrêmement vastes. On est dans de l'innovation non pas technologique. On n'a rien inventé. On est vraiment dans de l'innovation structurelle. C'est comment on peut réfléchir différemment, comment on peut s'organiser différemment. Et l'innovation est vraiment importante chez nous, parce que l'objectif pour nous est pas je dirais, de reproduire ce que peuvent faire des clubs élites de Ligue 1, etc., mais vraiment d'essayer à plusieurs d'inventer le modèle. Donc, là où nous en sommes aujourd'hui, c'est qu'on vient de finir un an de réflexion où on a fait beaucoup d'erreurs, où on a essayé plein de choses, on s'est trompé sur plein de choses, et j'adore l'idée de se tromper parce que ce qu'il reste de toutes ces erreurs, eh bien, c'est finalement des choses qui fonctionnent. On a essayé de trouver cette solution qui soit suffisamment scalable, c'est-à-dire réplicable un peu à l'infini sans avoir forcément besoin d'être derrière. Et c'est cette solution-là aujourd'hui, on est en train de profiter un peu de cette alcalmie forcée pour essayer de commencer à réfléchir maintenant à la deuxième phase qui sera l'industrialisation. Alors avant de rentrer dans le détail sur ton activité en ce moment pendant la crise, quels étaient les dossiers que tu avais en cours avant cette période? Sur quoi nous retravailler exactement? Alors, nous on travaillait sur cette réflexion, c'est-à-dire que les réflexions, c'est comment on peut accompagner les clubs sur la première des choses, par exemple, qui est de remplir les salles. On travaille beaucoup avec des clubs collectifs pour l'instant, et donc on a inventé pour l'instant un petit concept. Je dis petit concept parce que c'est quelque chose qui va être amené à évoluer, qui pour l'instant s'appelle Montpelcop et qui est simplement d'utiliser les différents réseaux qui sont possibles et qui existent aujourd'hui pour pouvoir chaque semaine inviter des comités d'entreprise, inviter des associations étudiantes, inviter des gens autour de nos réseaux. Et les amis de nos amis font qu'à la fin, on commence à avoir un réseau très important sur Montpellier. Et on distribue chaque semaine 400 à 500 places pour différents clubs, que ce soit water polo, hockey sur glace, etc., etc. Parce que c'est la première des choses, faire découvrir cette expérience-là. Parmi les réflexions et les solutions scalables dont je parlais tout à l'heure, c'est par exemple comment on peut accompagner les clubs sur la programmation musicale. C'est un exemple que je donne tout le temps. La musique, ça a l'air de rien.
C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Je vous donne un exemple. On est tous rentrés un jour dans une soirée d'anniversaire. On est arrivé un peu tard et tout le monde était déjà un peu parti dans l'ambiance. La musique était déjà très forte et on a du mal à rentrer. Eh bien, lorsque vous rentrez dans une arène sportive, si la musique est déjà très forte, on calcule la musique par des BPM, battements par minute, eh bien, on a du mal à rentrer. Et donc on a mis en place des modèles de programmation musicale qui commencent grosso modo à 90 BPM pour aller jusqu'à 130 BPM juste avant le protocole d'avant-match. Pourquoi 130? Parce que 130 BPM, c'est ça, c'est le rythme auquel vous tapez dans les mains. Et donc, c'est toutes ces petites choses qui permettent d'accompagner, je dirais, cette partie divertissement. C'est également, là, je suis en train de finir d'écrire un book d'une 50aine de scénarios pour les mascottes. Et c'est plein de petites choses comme ça qui, mis bout à bout, vont permettre au club de pouvoir augmenter leur expérience supporter. Et c'est un sujet parmi tant d'autres, parce qu'il y en a effectivement beaucoup. Et alors, tu travailles avec le Montpellier Handball sur la partie handball, avec le BLMA pour le basket, très récemment avec l'inauguration de la Narbonne Arena et le club de volley de Narbonne. Et malheureusement, on voit que le sport est à l'arrêt. Tous ces clubs-là sont à l'arrêt. Donc, j'imagine que ton activité est fortement. Alors oui, parce que pour ceux qui nous font le plaisir de nous suivre ce matin, c'est vrai que j'ai différentes activités. Là, on parle de Nour puisque c'est le sujet, je dirais, qui est celui qui est en construction. Après, j'ai un métier parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de modèle économique sur Nour. Mon métier, moi, c'est d'être speaker sportif. Mon métier depuis que j'ai 17-18 ans, c'est de travailler dans le divertissement tout court, et je suis effectivement speaker pour le Narbonne Volley, pour le Montpellier Handball et pour le BLMA. C'est vrai que à partir du moment, je crois que c'était un dimanche soir, où le ministre de la Santé a annoncé qu'ils interdisaient les rassemblements de plus de 100 personnes, je crois, j'ai perdu en un claquement de doigts l'intégralité de mon chiffre d'affaires. Bon, faut faire avec. Dieu merci, j'avais bien travaillé sur le premier trimestre, ça m'a permis d'avoir un peu de matelas et l'accompagnement, que ce soit du gouvernement, de l'État et de la région aussi, qui est très actif sur le sujet, permet de pouvoir, je dirais, plus ou moins sereinement. On dépense beaucoup moins d'argent, on s'est mis un peu tous, je pense, en mode ultra économie, donc voilà, on a un peu de visibilité et ça va permettre de voir arriver peut-être les 2-3 mois qui viennent assez sereinement. Mais c'est vrai que mon activité, comme tous les clubs de sportifs aujourd'hui, c'est complètement arrêté. Alors, avant de te demander ton point de vue un peu sur cette vraie grosse reprise de championnat prochaine, sur comment aujourd'hui les clubs pro vont pouvoir sortir de cette crise et de reprendre concrètement là, quelle est ton activité? Est-ce que tu réfléchis sur des nouvelles choses? Est-ce que tu travailles sur la forme de ton entreprise ou plutôt sur des projets de fond? Qu'est-ce qu'on fait en confinement? Alors, j'ai presque envie de te dire que sport, déjà, j'aimerais bien savoir si tu fais du sport. Alors, moi, je vis cette période de confinement un peu, peut-être mieux que beaucoup, et beaucoup d'entrepreneurs vont comprendre ce que je vais dire. Quand j'ai entrepris pas mal de choses et créé pas mal d'entreprises, et souvent, quand un entrepreneur, on commence pas par des grands bureaux merveilleux avec beaucoup de personnel, on commence généralement tout seul, chez soi. Donc, la notion de confinement, on l'a connu, moi j'ai peut-être vécu une dizaine d'années confiné chez moi, dans mon salon, sur mon canapé à travailler. Donc ça veut dire que depuis très récemment tu as des relations sociales, c'est ça? Mais ça fait pas très longtemps finalement. Hein. Moi, j'ai arrêté de travailler dans le monde de l'entreprise, c'était en 2005-2006 quand j'ai quitté Énergie. J'ai repris des bureaux et je partage des bureaux depuis peut-être 4, 5, 6 mois à peine. Entre 2006 et donc vous voyez ça fait presque 14 ans durant lesquels j'ai eu cette habitude effectivement de travailler chez moi, de forcément quand tu travailles beaucoup tu sors pas beaucoup et de prendre toujours cette habitude d'avoir des petits principes de base qui est d'avoir malgré tout, même si tu es chez toi, la volonté de t'habiller, de prendre une douche le matin, d'avoir des routines qui soient extrêmement précises. Tu fais le ménage à une heure précise, etc. C'est pas pour devenir psychorigide, c'est que comme tu vis dans un milieu qui est plutôt clos, tu as besoin d'avoir ces routines-là pour, je dirais, temporiser ta journée comme quelqu'un peut l'avoir quand il va prendre sa voiture, aller au travail, le temps de trajet, etc. sont autant de petites routines. Donc, pour répondre à ta question, oui,
comme je passe à peu près 1 heure et demie à 2 heures dans les transports tous les jours, donc du coup j'ai transformé ça en sport, donc c'est plutôt pas mal. Je fais déjà beaucoup de sport avant, mais du coup j'ai pu un peu renforcer. La peut-être petite différence, c'est que comme je partage ma vie également avec deux petites filles de 5 et 9 ans, je suis également devenu professeur des écoles bénévole, et ça c'est pas une mince affaire. C'est super, un développement des compétences. Pour revenir du coup sur le cœur du sujet, sur quoi on réfléchit là à l'heure actuelle chez Alors, nous moi j'aime beaucoup cette période malgré tout, parce qu'effectivement, ça permet vraiment de ressortir la tête de l'eau et de refaire un point. C'est presque arrivé à point nommé. Je le disais tout à l'heure, on vient de finir cette année de réflexion et on vient de trouver ces 7 solutions scalables qu'on va pouvoir maintenant proposer à tous les clubs. Donc, on est en train là de travailler vraiment sur ce que représente aujourd'hui, quels sont les clubs aujourd'hui en présence dans la région Occitanie, parce qu'on va commencer à faire ça. On travaille sur nos moyens de communication. Je suis en train de travailler là, parce que je donne des cours également parallèlement à ça, à tout ça, notamment dans le groupe de Winsport, qui est une école qui forme des bachelors sur des questions de management du sport, d'organisateurs d'événements sportifs, etc. Et toute la réflexion que j'ai aujourd'hui, ça va être d'ici peut-être pas cette rentrée, mais la rentrée prochaine, de pouvoir inventer un nouveau métier, celui de sportainer, qui est la jonction entre un speaker sportif et un gestionnaire d'événementiel sportif, et qui, je pense, aura tout sa place dans des clubs qui sont en train de se structurer, qui n'ont pas forcément énormément de moyens, donc qui peuvent avoir besoin d'un homme un peu à tout faire, du couteau suisse, qui va être capable aujourd'hui de gérer les réseaux sociaux, de pouvoir gérer avec bienveillance les bénévoles pour pouvoir organiser des événements, qui va être au fait de tous ces outils qu'on développe aujourd'hui sur l'entertainment sportif, qui en plus on sera le speaker. Et l'idée, c'est d'en créer une véritable formation qui soit diplômante, accostée évidemment à une formation qui elle est déjà diplômante de manager d'événements sportifs, et avec une option speaker sportif qu'on appellerait donc sportainer, qui est un métier qui n'existe pas aujourd'hui, mais très sincèrement qui va exister, je pense, dans les années à venir, puisqu'aujourd'hui tous les clubs que je rencontre qui sont dans cette phase, cette volonté de professionnalisation de leurs événements sportifs, cherchent en priorité à remplir cette case-là, à professionnaliser ce métier de speaker. Donc si on peut les accompagner, si on peut leur apporter tous ces outils qu'on a créés, voilà. Donc voilà à peu près à quoi aujourd'hui je suis en train de réfléchir, et puis forcément tu en profites également pour retravailler un peu ton organisation, pour essayer de regarder là où t'as pas été très efficace et là où tu peux encore monter en compétences. Je m'intéresse beaucoup aujourd'hui du fait de la situation, et je pense que ça va devenir quelque chose de très important, à la formation à distance, à ce que on est en train de faire là, aux échanges également qui nécessitent pas forcément de se déplacer et qui feront un grand bien à la planète. Et puis également, cette formation à distance pourra permettre demain, pourquoi pas, de former du personnel dans les clubs. Encore une fois, à ces questions liées à l'entertainment qui est mon cœur de métier. Et donc, on est en train de réfléchir à tout ça. Alors toi, tu travailles du coup, on le disait tout à l'heure, avec des clubs professionnels, des clubs qui Oui. sont dans des ligues qui sont assez structurées, dans des sports avec une économie assez appuyée, des clubs qui ne sont pas forcément dans ce cas-là, qui sont plutôt dans des sports qui sont en train de se structurer, des disciplines qui sont en train de se professionnaliser. Et encore un dernier cas de figure, tu travailles aussi avec des clubs qui sont semi-professionnel ou alors plutôt amateur plus, donc plein de clubs différents. Ouais. J'ai envie de te demander ta vision, toi, un petit peu par rapport à la situation actuelle. Alors, déjà l'offre Nour, très clairement, elle s'adapte pas pour l'instant vraiment. Aujourd'hui, j'ai rien à apporter, par exemple, au Montpellier Handball vis-à-vis de Nour, parce qu'ils sont structurés, ils ont un véritable savoir-faire. L'idée de Nour par rapport à ces clubs-là, c'est plutôt d'essayer d'être une sorte de laboratoire d'idées dans lesquels ils vont pouvoir venir puiser peut-être de l'innovation, puisqu'on accompagne également un certain nombre de startups qui peuvent ainsi, par le réseau Nour, tester un peu leur solution. Et la réflexion est de se dire, peut-être que demain, le MHSC, le MHB, le MHR viendront puiser leurs nouvelles idées dans ce que nous sommes en train de faire.
Ceci étant dit, effectivement, j'ai essayé de façon très forte d'avoir un panel qui soit le plus large possible. On a effectivement, comme tu l'as dit, des clubs comme le BLMA par exemple, qui sont en cours de professionnalisation, en cours de structuration aujourd'hui, et je pense qu'on a mis une sorte de petite booster d'accompagnement, parce que voilà, au fur et à mesure que des problématiques pouvaient rencontrer certaines problématiques toujours liées à l'entertainment, on avait des solutions, donc ça permet d'aller plus vite. Et puis après, comme tu l'as dit, il y a effectivement des clubs semi-pro où le président a un métier à côté, où le responsable marketing a un métier à côté. Et là, on essaye d'avoir un travail qui est beaucoup plus de les accompagner sur de la structuration. Et notamment, un des projets va essayer d'être justement d'essayer de faire une jonction entre le milieu éducatif, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de formations dédiées au sport, que ce soit staff, que ce soit dans des écoles privées, que ce soit à la faculté également, puisque l'entertainment sportif va devenir un vrai business et une véritable industrie, ça j'en suis convaincu, et d'essayer de faire en sorte que les deux puissent vraiment fonctionner ensemble. Je donne un exemple. Moi, dans à peu près tous les élèves que j'ai aujourd'hui en cours, ils ont beaucoup de mal à trouver des stages. Pourquoi? Parce que dans ces clubs qui sont pas forcément structurés, les présidents, les gens qui sont à la tête n'ont pas forcément ni le temps de s'occuper d'aller chercher un stagiaire, ni de trouver précisément quoi leur faire faire. L'idée de nous, elle est aussi là, elle est de se dire, on commence par faire un audit dans le club, et à partir de là, on écrit une histoire. Donc avec des tableaux d'action, et on essaye aussi de faire ressortir un peu quelque part les meilleurs éléments du côté des élèves. Et lorsque tu mets un bon élément ou un élève à qui tu as pu expliquer aussi ce qu'était la réalité du terrain, et que tu lui donnes entre les mains des outils, mais également une vision à moyen terme, tu as quelque chose qui est beaucoup plus efficace. Donc je pense qu'on va arriver on va essayer en tout cas d'apporter cette aide à la structuration. Et puis après, il y a une troisième partie effectivement, qui sont les clubs, comme tu disais, qui sont essentiellement amateurs. C'est pour l'instant un sujet sur lequel j'ai pas vraiment encore complètement avancé. C'est extrêmement délicat parce que pour le coup, leurs besoins sont très 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 différents. Peut-être pas forcément des besoins d'entertainment. Et je pense que peut-être que là, ça viendra peut-être dans un deuxième temps. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la crise actuelle et notamment voilà l'impact que ça a sur les mouvements sportifs, alors le mouvement professionnel et le mouvement amateur, est-ce que tu penses il va y avoir forcément un après? Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir proposer des solutions qui vont venir répondre à cet après, notamment pour les clubs semi-pro ou ces clubs amateurs? Alors déjà, en préambule de toute réponse à cette question, c'est la première chose que je dis. Moi, je suis un magicien de rien du tout. J'ai pas des solutions clés en main comme ça qui arrivent et qui sont toutes faites et qui fonctionnent. L'idée vraiment de Nour, c'est de dire, vous avez des problèmes, plutôt que de réfléchir seul dans votre coin, on va essayer d'y réfléchir à plusieurs, puis on va essayer de trouver une réponse un peu globale. Ce qui signifie que on tâtonne beaucoup, mais c'est le principe de la recherche qu'on essaye de mettre en place. C'est aussi de faire, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, aussi des erreurs. Je pense que cette période qu'on est en train de vivre, quelque part, alors moi je suis toujours un indéfectable positif dans la vie, et je reste toujours persuadé que d'un instant négatif, on arrive toujours à en tirer du positif. Il est évident aujourd'hui que le milieu sportif, que l'industrie du sport, et que le milieu sportif qui puisse être bénévole, comme tu l'as dit, il y aura un avant et un après. C'est évident, et on le voit aujourd'hui, je crois que c'est les clubs de Ligue 1 qui sont en train de chercher 300 000 euros, c'est ça, oui, c'est ça, ou 300 millions, je sais plus. Enfin, une somme assez conséquente par le biais d'un prêt pour arriver à survivre. On le voit qu'il y a des clubs comme, je crois, c'est le club de basket de Limoges qui est en difficulté financière, les Girondins de Bordeaux aussi. Donc, ça va poser certaines questions. Et à partir de là, il faudra trouver des réponses. L'économie du sport aujourd'hui, on le voit notamment dans le sport de très haut niveau, est interdépendante de la télévision, et je pense que ça va permettre de se poser une vraie question qui est de dire, quelle que soit la nature du club, quel que soit son niveau, un club doit devenir une marque pour pouvoir proposer d'autres choses que l'événement sportif en lui-même, que la retransmission sportive en lui-même. Alors, ça va encore une fois pas se faire
d'un claquement de doigts. Mais je crois beaucoup, moi, aux produits dérivés. Je crois beaucoup aux leviers de revenus qui puissent être différents. Créer des expériences supporters différentes, innovantes, permet aussi de créer de véritables leviers de financement qui puissent être différents. Je vais te donner un exemple. On s'est aperçu, on a fait un peu de benchmark sur comment les clubs aujourd'hui interagissaient sans la compétition avec leurs supporters, avec leurs fans. Il y a tout aujourd'hui un concept qui est en train de se créer, ce qui est en train de faire le Montpellier Handball est assez intéressant, mais je pense qu'on peut encore aller plus loin, et on devra encore aller plus loin, et que ça va permettre peut-être demain, en des temps meilleurs, de se dire, bah tiens, finalement, le contact entre le fan, le supporter, le spectateur, parce que pour moi, face au sport, tu as trois clientèles, trois publics différents. Doit continuer également, y compris quand il y a une trêve internationale, entre deux saisons, etc. Ça ne doit jamais s'arrêter. Et peut-être que ce que l'on est en train de vivre ici aujourd'hui va nous permettre d'inventer le reste. Et je trouve ça assez intéressant en tout cas. Alors moi, j'ai l'impression, on le voit avec notamment le cas des Parisiens qui vont faire du footing toute la journée à T'as Paris. décidé de m'énerver, c'est ça? Non, du tout. Je remets pas en cause le fait de pas faire de footing. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui qu'on a des gens qui ont envie de faire du sport. On a des gens qui sont confinés chez eux et qui ont envie de sortir, qui ont envie d'aller se dépenser, qui ont envie d'aller vers le sport. Comment demain, à la sortie de la crise, quand les matchs vont reprendre, tu travailles beaucoup, toi, sur, comme tu le disais, sur l'animation et sur ce spectacle sportif qu'il faut proposer. Est-ce que tu penses que les gens auront la tête à retourner dans les clubs à la rentrée? Alors là, je parle on va dire en septembre, à la reprise des saisons sportives classiques. Est-ce que les gens auront envie de retourner dans les salles, auront envie de retourner dans les stades pour aller profiter du spectacle? Alors, bien sûr, je pense qu'on n'est jamais autant motivé de retrouver quelque chose qui nous a cruellement manqué. La privation de quelque chose qui nous paraissait totalement acquis, imperturbable. Qui aurait pensé, il y a ne serait-ce que 4 mois, que tout allait s'arrêter? Je pense personne. Moi le premier, jamais j'aurais imaginé 2 secondes ne plus être en capacité de pouvoir être dans un stade et de vibrer avec le sport. À partir du moment où on t'a enlevé ça, je pense que il peut y avoir, je suis pas psychologue, mais je pense que ça va créer quelque part effectivement une sorte de stimulation et on va prendre conscience de la valeur de ce que nous avons vécu. Et tu parlais tout à l'heure des Parisiens. Alors je suis quand je disais tout à l'heure, tu vas m'énerver. Moi, je fais des bonds chez moi quand je vois ces images de gens qui ont oublié le confinement simplement pour faire du sport. On va mettre ça de côté parce que ça, je trouve que c'est d'une débilité profonde. Mais je pense, oui, effectivement, et en tout cas, j'espère que beaucoup de nos concitoyens vont s'apercevoir qu'il est important de faire du sport tous les jours, parce qu'ils auront eu le temps, mais comme ils peuvent aussi s'apercevoir que passer un peu plus de temps avec leur enfant, c'est pas dégueulasse, que oui, effectivement, une fois que tu as fait le tour de Netflix, d'Amazon Prime et de maintenant Disney+, lire un livre, ça peut être aussi intéressant, et je pense que, et j'espère surtout que ça va perdurer par la suite. Ça, c'est un vœu pieux, mais personne n'est capable aujourd'hui de dire si oui ou non ce sera le cas. Mais je pense que ça peut générer des envies qui n'étaient plus assouvies parce qu'on les avait peut-être un peu oubliées. La semaine dernière, il y avait une table ronde qui était organisée par Olbia Conseil sur Bisport en présence de Denis Masseglia, le président du CNOSF, et de Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby. Et il posait notamment ces questions et ces enjeux du pratiquant, du licencié. Aujourd'hui, est-ce que, je te demande ton point de vue, est-ce que tu penses aussi que les gens vont retourner vers les clubs pour pratiquer de manière fédérale? Pas certain. Moi, je crois et que de plus en plus, on est dans une société aujourd'hui où la notion de liberté et je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, adapté à mon besoin,
la personnification. Aujourd'hui, ta voiture, tu peux avoir une porte verte, une porte jaune et un toit violet si tu le veux. C'est quelque chose qu'on retrouve, quel que soit le produit, on retrouve quelque chose qui vient de la société, qui vient de la consommation, de la société de consommation, qui est je veux pouvoir consommer quelque chose qui me corresponde parfaitement. Je parlais tout à l'heure de Netflix, on a tous nos profils, pour ceux qui ont Netflix, des profils personnalisés où tu vas avoir des recherches et l'intelligence artificielle va permettre de développer encore ça. Je crois que un des prochains challenges, en tout cas des fédérations, et je sais que la fédération de natation notamment s'est penchée sur la question parce qu'ils sont allés voir les créateurs du je ne sais plus quelle application de running qui sont très très fortes aujourd'hui pour leur dire bon, on fait un constat aujourd'hui qu'effectivement les gens ont plus forcément envie d'aller dans un club pour pratiquer la natation. Ils vont dans des piscines, ils vont dans des lacs, voilà. Par contre, comment on peut continuer à réunir ces gens-là autour de la valeur de la natation, autour des valeurs de la natation, autour de la marque finalement de la Fédération française de natation. Alors peut-être plus forcément par un club, mais par une application. Et je pense que le grand défi, ça va être comment ces clubs aujourd'hui vont peut-être parvenir demain à muter pour avoir un accompagnement qui sera peut-être plus digital que physique. On peut très bien imaginer demain, pour répondre justement à ce besoin de personnalisation, que demain tu aies des coachs et tu es des entraîneurs dans des clubs, là je parle uniquement de sport individuel, c'est évidemment impossible dans le sport d'équipe, on aura encore besoin d'équipes, de coachs et d'entraîneurs, mais dans le sport individuel, peut-être que demain, plutôt que d'avoir un club d'athlétisme avec des coachs comme moi j'ai pu le faire parce que c'était mon sport de quand j'étais petit, peut-être que ça se fera à distance et qu'il y aura des programmes adaptés à chacun, mais localement également, avec des parcours spécifiques de la région. Tout reste encore à inventer. C'est ça qui est le plus captivant, le plus motivant. C'est Winston Churchill qui disait de toute façon, l'innovation, soit tu la prends par la main, soit elle te prend à la gorge. Alors, on pourrait terminer sur une belle citation comme toi, mais je voudrais te lancer sur un dernier sujet. Je vois que tu parlais d'application. Je vois que tu as une jolie casquette avec marqué MyRookie dessus. Si je me trompe pas, MyRookie, c'est un candidat au Sport Up Summit de l'édition 2019. Exactement. À laquelle tu étais coach et tu étais le coach de MyRookie. Et exactement. MyRookie a fait un joli podium. Sur ce Sport Up Summit. Ouais, on devait gagner, mais bon, bref. Non, je plaisante. Toujours des contacts avec. Je déteste perdre. Oui, bien sûr que j'ai toujours des contacts avec Eric. Le Sport Up Summit, je le vis moi de trois façons. La première façon, je l'ai vécu en tant que candidat, et c'est vraiment là que le projet Nour a vraiment vu le jour, parce que c'était quelque chose que j'avais dans ma tête depuis 6 ans, que j'ai couché sur le papier pour pouvoir répondre à la demande en tout cas à l'appel d'offres du Sport Up Summit, et autant vous dire merci infiniment à mes coachs. Le projet avec lequel je suis arrivé n'est pas du tout le projet avec lequel je suis sorti du Sport Up Summit, et tout le programme d'incubation que j'ai eu après chez Adoxport l'a encore transformé, fait évoluer. Donc je l'ai vécu une première fois comme ça. Je le vis parce que j'essaye d'être très proche aussi des équipes d'Adoxport, et j'essaye aussi de les accompagner comme je peux sur l'événement en lui-même. Et puis je l'ai vécu la dernière fois en tant que coach avec Eric de cette fabuleuse application. C'est au-delà même du produit, au-delà même du produit que je trouve exceptionnel. MyRookie, c'est simplement une application. Eric s'est aperçu, en fait, les chiffres, il y a 15% seulement des sportifs qui sont dans les clubs qui peuvent accéder à des carrières professionnelles. Parce que lorsque tu fais du sport au fin fond de la Corrèze, c'est compliqué de pouvoir être détecté par des clubs professionnels. Donc MyRookie, c'est le LinkedIn du sportif professionnel, que ce soit pour les sportifs, mais que ce soit également pour les entraîneurs, pour les kinés, etc. Et ça permet
de se connecter. Il y a déjà des belles histoires. Cette application crée des belles histoires parce qu'il y a notamment un garçon qui vivait au fin fond de l'Espagne qui a signé un contrat professionnel, je crois que c'était au Stade Français en rugby, mais au-delà de ça, enfin, Eric, qui est le créateur de ce projet-là, est un garçon qui a une vraie histoire, qui est touchant au possible, qui est mobilisé sur son projet, qui croit comme pas deux. Son projet, il l'a créé par rapport à son fils, qui joue également au rugby. Lui, c'est un ancien joueur de rugby à 13 et c'est une très très belle histoire et j'ai adoré ça. Mais on va souhaiter beaucoup de réussite à MyRookie. Eric, merci beaucoup en tout cas d'avoir Avec répondu grand plaisir, Dylan. à cette invitation et d'avoir participé à cet échange. C'était la première de ces cafés visio. On en fera d'autres avec d'autres chefs d'entreprise et d'autres acteurs du sport, du tourisme et des loisirs en région Occitanie. Parce qu'encore une fois, je le répète, c'est important de prendre des nouvelles et de montrer que au sein de la région, on a encore des entreprises qui fonctionnent et qui espèrent que cette filière va reprendre de plus belle. Je te souhaite quand même un bon courage pour la suite et encore merci d'avoir participé. À bientôt Eric. Avant de se quitter, juste un rendez-vous désormais tous les lundis sur mon LinkedIn. Je te laisserai mettre le lien peut-être sous les commentaires de cette vidéo. Tous les lundis sur mon LinkedIn, je réalise un article justement sur le sportainment. Le premier, c'était sur la musique. Le deuxième, c'était sur les mascottes. Le prochain, c'est comment on transforme. Ça, c'est un sujet forcément où je vais parler d'Adoc Sport et notamment de ton travail. Comment on transforme un club partenaire en club entreprise pour être plus efficient et trouver de nouveaux partenaires. Et puis après, on parlera des speakers et puis de plein de sujets comme ça. Eh bien, on invite tous ceux qui regardent cette vidéo à aller voir ça. Encore une fois, merci Eric et je te dis à très bientôt dans d'autres circonstances, je l'espère. Je l'espère aussi. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao.